Bienvenue et bonsoir à tous pour ce 4e numéro de la Fresh Tech, Fresh Tech adapté au confinement et au couvre-feu, puisque ça y est, on s'adapte. Et on est obligé de pouvoir faire cette émission à distance, mais c'était important pour nous de pouvoir continuer à l'animer. Et donc j'espère que le décor virtuel que vous avez vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat en direct, ou sinon dans les commentaires pour ceux qui regardent en replay. Ce soir, j'ai le plaisir de co-animer l'émission avec Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Bertrand, bonsoir Cyril. Et donc ce soir, l'invité, c'est Cyril Kozlowski. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous les deux. Bon, tu es de la startup Streetco et merci d'avoir accepté l'invitation et d'étraîner ce nouveau décor avec nous et ce nouveau concept de faire ça à distance. Donc, écoutez, ce que je vous propose, vous avez l'habitude, c'est que ce soir, lors des questions, vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser. On va les sélectionner et c'est surtout Florent qui va pouvoir vérifier ça. Et soit les questions sont directement en lien avec ce qui est présenté, et donc dans ce cas, Florent les posera directement, soit c'est pas directement en lien avec ce qu'est en train de dire Cyril, et dans ce cas, on les note et on les posera bien par la suite pour que vous puissiez comme ça avoir les retours, mais plutôt en fin d'interview. Donc je vous propose que l'on démarre et Cyril, on va regarder un petit peu ensemble, que tu puisses un petit peu nous présenter en premier lieu ton parcours avant de nous parler de ta société. Donc est-ce que tu peux nous présenter rapidement quel est ton parcours s'il te plaît? Très bien. Moi j'ai fait une école de commerce, donc rien de bien original là-dedans. Donc une post-bac qui s'appelle l'ESCA. Et après je suis parti en master management et spécialité entrepreneuriale. Donc déjà avec l'envie de pouvoir toucher un peu à des projets et peut-être créer ma structure. Ok, et donc forcément ça fait le lien avec pourquoi avoir monté sa structure et donc pourquoi avoir monté cette société-là. Oui, tout à fait. J'avais l'envie déjà en école de créer quelque chose, d'entreprendre. Mais j'étais pas le seul, on était beaucoup dans ce cas-là. Souvent le problème c'est d'avoir l'idée. Donc nous, on était vraiment drivés par la motivation de répondre à un réel problème, d'apporter une vraie solution à une peine qu'on a actuellement, qu'avaient des personnes actuellement. Et on est sorti du coup avec l'idée de Streetco, qui est arrivée en 5e année de notre formation à l'ESCA. Et on a eu la chance de pouvoir faire un stage de fin d'études tout de suite dans notre projet pour le tester, pour voir où ça en est, est-ce qu'on avait les épaules, l'idée et tout ce qu'il fallait pour monter une structure, une start-up. Et c'est juste pour mieux comprendre, tu as monté ça avec des amis de promo ou ça a été l'idée pendant la promo et ensuite c'est toi qui l'as monté de ton côté? Non, en fait, on a eu l'idée avec mon associé qui est un ami de promo, de Arthur Alba, avec qui on a eu cette idée en fin de cursus, donc en 5e année, donc je crois de 2015, donc ça fait 5 ans. Où en fait l'idée on l'a eu tout simplement, il était en béquille on était tous les deux en béquille sur les beaux pavés parisiens, qu'il n'y a pas seulement à Paris mais dans toutes nos centres-villes en France. Et je lui dis c'est bête parce que le trottoir d'en face est bitumé, alors que lui il était en train de galérer, c'est le mot, sur les pavés avec ses béquilles. Et donc on était en entrepreneuriat, donc on s'est dit il y a forcément quelque chose, une application, on pense toujours au GAFA. Ils ont forcément fait une application pour nous dire quand on a une poussette, une grosse valise ou des béquilles, il y a forcément une application ou un système qui existe pour nous faciliter la vie. Et donc on est parti de ce constat-là, on a cherché, on n'a rien trouvé sur l'itinéraire en fait, on a trouvé beaucoup de choses, des GPS pour les bateaux, des GPS pour les vélos, des GPS pour les runners. On a trouvé également des outils qui nous indiquaient où se trouvent des établissements accessibles pour des personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Donc voilà, où se trouve la bibliothèque accessible ou le restaurant accessible, mais on n'avait rien sur l'itinéraire. Comment je fais pour me rendre à ma destination? Et donc on s'est dit on va le faire. On va lancer une application, un système qui nous permet de faciliter. C'est vrai que c'est surprenant en fait que ça soit pas quelque chose qui ait déjà été prévu, déjà été proposé. Je comprends en tout cas le réflexe qui est de dire il y a forcément une application pour ça. On connaît bien la phrase.
Et visiblement, en tout cas, c'était pas le cas. Ok, ben c'est plus clair. Je pense que Flo avait aussi une question peut-être pour être un peu plus complet. Alors, quel est le besoin, cas d'usage couvert et donc le concept Parce que de là, cette je pense que tu application? as répondu en Oui. tout cas sur quelques cas d'usage. Est-ce que c'est l'intégralité des cas Ouais. d'usage? Est-ce Ouais. qu'il y en a d'autres qui sont couverts? Alors, pour être très concret, très simple, Streetco, c'est le Waze piéton. Je pense que tout le monde connaît l'application Waze. Streetco, c'est la même chose. C'est une application piétonne collaborative. C'est-à-dire que non pas à signaler des radars ou des embouteillages, sur Streetco, vous signalez des obstacles ou des lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc les obstacles, imaginez-vous, pour ceux qui l'ont fait l'expérience ou qui le sont, mais imaginez-vous, vous êtes en fauteuil roulant ou bien en poussette ou avec une grosse valise, etc. Il y a deux types d'obstacles, les obstacles permanents et les obstacles temporaires. Les obstacles permanents, c'est tout ce qui est ancré de façon donc permanente à la voirie, donc des pentes, des escaliers, des trottoirs avec un revêtement en pavé ou avec des trous. Donc les utilisateurs peuvent signaler cette catégorie d'obstacles. Ils peuvent aussi signaler des obstacles temporaires. Donc là, on en a beaucoup parlé avec les trottinettes électriques notamment, mais c'est les voitures, les poubelles, les scooters, les vélos, les trottinettes électriques, les éléments de Oui, chantier, bien bref, sûr. tout ce qui est de façon temporaire sur le trottoir et qui gêne le déplacement de toutes les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez, notre communauté Streetco, les streeters, peuvent les signaler très facilement sur l'application en prenant une photo, en renseignant deux, trois précisions sur la typologie d'obstacle, la catégorie, et en l'intégrant dans la carte. Et c'est le même principe pour les lieux, sauf que là, on est sur les lieux accessibles. D'accord. Donc, les utilisateurs peuvent signaler tous les types de lieux accessibles, les arrêts de transport en commun, les places de parking, les toilettes accessibles, les restaurants, les commerces, tout type de lieux. D'accord. Alors, on a une question dans la chatroom. Est-ce que Mhm. les données viennent que des utilisateurs ou est-ce qu'il y a d'autres sources de données? C'est une question très intéressante puisque ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est étrange que ça n'existe pas. En fait, Streetco n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de données ou très peu. Nous, quand on a eu l'idée de Streetco, on s'est dit, bah, on va juste faire une belle application. On va se plugger à tous les open data qui existent dans les villes. Et puis, dans 6 mois, on est les rois du pétrole. Ça fait 5 ans. Parce qu'en fait, la voirie, ça évolue énormément. La vie d'une ville évolue énormément. Donc, on arrive à se plugger à des open data qui existent quand ils sont mis à jour. Donc, les données viennent des utilisateurs, de l'open data, quand on peut le faire. Et après, également d'actions commerciales et associatives que l'on fait avec certains partenaires. On en parlera, je pense, un peu après. D'accord. Alors après, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire que, enfin, je te rejoins quand tu parles d'être le Waze en fait de l'accessibilité parce que et pour la mobilité des personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment ça et c'était notamment une des forces hein, de Waze, qui est de pas s'appuyer sur des données publiques qui sont mises à jour. Avec une fréquence non définie et qui ne reflète pas toujours la réalité. Là, dans ce que je comprends, vous avez récupéré les plans et d'origine des villes ou autres, et vous comptez ensuite sur la communauté pour pouvoir aller faire les signalements et donc être au plus près et au plus juste de tout ce qu'on peut signaler au quotidien sur l'encombrement des routes et des voies d'accès. Exactement. C'est vraiment le Waze piéton. Si vous devez retenir une chose de ce soir, c'est Streetco, c'est le Waze piéton. Vous pouvez confirmer ou infirmer qu'un obstacle est bien là, qu'il soit signalé par un utilisateur précédent, ou bien qu'on ait pu avoir intégré l'information via des API diverses, qui sont encore une fois des sources fiables. C'est compliqué un peu à trouver pour les obstacles, mais par exemple, on a beaucoup de données sur les places de parking PMR, les places pour les personnes handicapées. Les villes ont souvent ce type de données dans leur système. Donc là, on peut les intégrer directement sur la carte. Pareil pour les arrêts de transport. Et la carte de Streetco, on utilise les cartes Google Maps. Tout simplement, alors c'est pas par choix technique, c'est surtout par choix B2C, où en fait, selon les études qu'on a lancées auprès de notre communauté, c'était la carte la plus plébiscitée en termes de graphisme, parce que bon, on a l'habitude de l'avoir partout. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'était mieux d'avoir une carte Google Maps sur notre application Streetco. Donc on a ces cartes-là.
sur lesquels on vient intégrer les signalements des utilisateurs qui nous sont faits lors de leur déplacement. L'intérêt d'utiliser la carte Google Maps également, c'est que vous pouvez utiliser l'application partout dans le monde tant que vous avez de la connexion 4G Wi-Fi. Si vous êtes valide, vous pouvez utiliser l'application. C'est le même itinéraire que Google Maps piéton, sauf qu'en plus, vous pouvez signaler des obstacles, des lieux, gagner des points. Il y a des petits cadeaux aussi à gagner, donc une gamification qui a été mise en place dans l'application Streetco. C'est vraiment, je tiens à le souligner maintenant, c'est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas seulement pour le handicap, mais pour tout le monde, pour tous les piétons. C'est pour ça qu'on s'appelle Streetco, et pas handi quelque chose. L'objectif de dire c'est la mobilité, ça nous concerne tous. Un jour ou l'autre, ça nous concerne tous. Donc, soyons acteurs, soyons dans l'esprit participatif pour améliorer l'accessibilité avec Streetco. D'accord, ben c'est plus clair parce qu'effectivement, moi, ça fait un des points que j'avais retenu comme étant, je trouvais vraiment différenciant et vraiment intéressant, qui était pour d'être adapté à des personnes avec une mobilité réduite. Et donc, tu as raison aussi de préciser que en fait, c'est plus large. Certes, c'est pour les personnes qui ont des difficultés pour pouvoir se déplacer, mais aussi pour des personnes lambda qui ont besoin de se rendre d'un point A à un point B. Et pour ça, effectivement, le fait que tu sois sur des plans Google Maps, ben, tu t'assures d'avoir des plans toujours à jour et tu sors en fait cette dimension-là des besoins de mise à jour de ton application, ce qui, je pense, est essentiel. Vous pouvez pas refaire en fait un Google Maps ou refaire un Waze, c'est pas forcément d'intérêt. Par contre, de venir compléter ces cartes-là, dans ce que je comprends, en fait, avec des informations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui et qui sont précieuses pour ceux qui le souhaitent. D'accord, mais c'est plus clair pour moi en tout cas dessus, pour bien comprendre le fonctionnement. Et ça fait partie des questions que j'avais, mais qui nous est aussi posé dans la chatroom, c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez sur l'application. Pardon, le nombre d'utilisateurs que vous avez actuellement sur l'application. Aujourd'hui, on a environ 20 000 utilisateurs sur l'application. Donc, ce sont des utilisateurs récurrents. On évite de parler en termes de téléchargement parce que il y a des bots qui tournent, par exemple en Asie ou autre, qui téléchargent plein de fois les applis. Donc, on a environ 20 000 utilisateurs sur l'application. Là, je vous cache pas que c'était un peu compliqué 2020. Vous vous rendez compte qu'un GPS piéton en tant que confinement, bon, c'est pas le must. Donc, c'est pas grave. On a été plus sur des outils, des aspects B2B de notre activité dont on parlera après. Mais voilà, on a environ 20 000 utilisateurs récurrents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est content parce qu'on a tous les types de profils. On peut avoir des personnes avec un fauteuil roulant, comme des aidants, comme des jeunes. On a eu un retour utilisateur d'un jeune en fauteuil qui me disait moi j'utilise Streetco à la place de Pokémon Go. Donc pour ceux qui connaissent l'application de Pokémon Go, c'était de capturer des Pokémon dans la rue. Là il nous disait moi je capture des places de parking plein air dans la rue. Donc on était content de voir qu'on arrive à toucher tous les profils, des personnes valides comme des personnes handicapées. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait avec Streetco, de sensibiliser le plus large possible pour vraiment être quelque chose, d'avoir un outil qui soit inclusif. Et pas dire voilà, les personnes valides vous utilisez Google Maps, le reste des personnes handicapées vous utilisez Handi et GPS par exemple. Ouais, je comprends tout à fait. Je crois que Flo, tu avais une question. Oui, alors là, ça fait plusieurs fois là que ça revient pour les spectateurs. Ils se demandaient si l'application était utilisable pour les personnes malvoyantes. C'est encore une fois une très bonne question. Donc aujourd'hui, on a la dictée vocale, on a le screen reader, donc ce qui permet de lire l'écran pour une personne malvoyante. Après, en termes d'obstacles, ce sont des catégories à rajouter. Par exemple, aujourd'hui, on est vraiment à 100% efficace sur la motricité. Donc fauteuil roulant, béquille, etc. Sur tout ce qui est déficience visuelle, c'est une autre famille de handicap pour lequel on est en train de finaliser le travail d'étude de ce qu'ils ont besoin en termes d'obstacles. Par exemple, imaginez-vous une personne aveugle, par exemple, va avoir des obstacles en hauteur, un panneau qui est mal mis, qui peut être gênant. Donc, on est en train de mettre à jour l'application. C'est dans les nouvelles features qui vont arriver, je pense, T2 2021. On est en train de mettre à jour l'application pour être totalement accessible pour les personnes à déficience visuelle. Donc, c'est utilisable aujourd'hui. C'est pas le must, c'est pas le must du must, mais c'est utilisable aujourd'hui. D'accord. Après, un point à souligner, on reste un GPS piéton avec environ 5 mètres de précision.
On n'est que 7 chez Streetco, donc on ne peut pas encore envoyer des satellites, nos propres satellites pour corriger cela. Mais on reste à un GPS avec 5 mètres de précision, donc je pense que il y aura aussi une importance sur l'information qu'on va apporter à la personne à déficience visuelle. Aujourd'hui, pour les personnes à déficience motrice, on est sur l'image, par exemple. Vous pouvez signaler un obstacle et mettre une photo, ça parle tout de suite. D'accord. Plutôt que de remplir un formulaire long comme le bras de précision. Là, on est sur l'image. Donc, il faut qu'on arrive à débloquer ce système-là pour les personnes à déficience visuelle. Ok. Je pense que c'est clair. Et là-dessus, d'ailleurs, aussi, il y a des moteurs d'IA, mais que vous devez sûrement regarder, qui permettent de faire des descriptions d'images. Et donc qui permettrait comme ça de pouvoir lier les photos qu'on peut vous envoyer avec une description qui se fait automatiquement pour les personnes malvoyantes. Donc ça peut être en tout cas une des pistes pour faire évoluer le système. Ouais. Mais c'est exactement ce dans quoi on est actuellement, de trouver, en fait, on a plein d'outils. Là, c'est d'essayer de trouver la bonne chaîne d'outils qui travaillent entre eux pour avoir le résultat escompté. Et chez Streetco, on travaille avec les associations. Quand on a eu l'idée de Streetco, au tout début, on s'est mis en relation avec l'APF, donc l'association des paralysés de France, avec qui on a fait des heures de réunion pour savoir de quoi avez-vous besoin. Et là, on a fait la même chose pour les personnes à déficience visuelle avec une association qui s'appelle Valentin AI, qui est une très grande association également, pour vraiment faire des heures de réunion, savoir de quoi vous avez besoin. Et après, nous, on s'occupe de gérer la technique. On en est à ce moment-là, de gérer la technique. Et donc, je pense que c'est pour ça, TDE 2021, on aura cette nouvelle application qui rentre. D'accord. Bah, je pense que ça fait écho avec une des questions que se posait Flo à ce moment-là. Oui, alors moi c'était voilà, est-ce que l'application a été présentée dans le milieu médical, paramédical, donc tu as donné un élément de réponse. Oui, pour compléter peut-être, on a donc, comme je vous le disais, l'UIV Streetco, on est sorti d'école de commerce en ayant eu une connaissance du handicap via une épreuve, mais on connaissait pas grand chose. Donc on a découvert le milieu du handicap et de la perte de mobilité en s'associant avec l'APF, avec d'autres associations. Et oui, l'application est utilisée notamment par des délégations de différentes associations en France, où ils font des parcours collaboratifs. C'est-à-dire que pendant 2 heures, ils vont cartographier un quartier. Ça permet aussi d'avoir une activité dans l'association et de vraiment se sentir utile. Donc elle est tout le temps, on l'a pas que présentée, hein, elle est vraiment utilisée dans ce milieu associatif. Et également, on a fait plusieurs présentations dans des écoles spécialisées pour les écoliers avec généralement un lourd handicap, pour voilà leur dire présenter l'application également, parce que c'est aussi comme un jeu, l'application elle est fun à utiliser, vous avez un gain de points, des trophées à débloquer, des petits badges, etc. Donc on a un peu cette attache-là également au milieu médical. D'accord. D'accord. Okay. Ouais, c'est top. Et puis, c'est important, de toute façon, dans la partie application et design d'application, de se rapprocher de ses utilisateurs. Et là, effectivement, il y a toujours la partie test, normalement, avec les utilisateurs, mais d'abord, expression des besoins et des cas d'usage en amont. Et donc, effectivement, ça se comprend parfaitement que vous ayez mené ce type d'atelier-là. Et je pense que c'était effectivement essentiel. Et je pense que tu avais une autre question, Flo, dans celle que tu avais préparée. Alors, est-ce que vous pensez plus tard développer d'autres applications ou mettre peut-être des options sur l'application déjà existante pour vraiment sur le handicap en fait? Par exemple, je pensais, je sais pas, est-ce qu'il y a des points d'intérêt sur l'application, une pharmacie, un hôpital proche, je sais pas comment ça. Voilà, et alors, après. Oui, il y a. Vas-y. Oui, pardon. Oui, il y a. Alors oui, on a d'autres options qu'on prépare. Donc, comme je vous le disais, pour déjà les personnes à déficience visuelle, voilà, c'est une autre option qu'on est en train de préparer. On a une belle refonte graphique aussi qui va sortir de l'application. Et en fait, on essaie toujours de travailler en stylo, par briques, en fait. Donc, chaque famille de personnes handicapées chaque famille au niveau de mobilité ont des besoins, et donc on essaie vraiment de répondre à chaque besoin. Donc après, il y a le cognitif aussi qui est important, à voir si ça sera sur la même application, si ça sera une autre application,
peut-être pour éviter de faire quelque chose qui est trop compliqué à utiliser. Donc on a toujours des fonctionnalités qu'on essaie de pousser, et on essaie de travailler également beaucoup sur avec l'intelligence artificielle sur la photo. En fait, de simplifier. Notre prochain objectif, défi, c'est de simplifier le signalement, et qu'en fait le signalement soit juste une prise de photo, et que derrière on puisse faire tourner de l'intelligence artificielle pour qualifier la voirie à la place des personnes. D'accord, donc avec de la reconnaissance de forme, de l'éducation avec des cas pour arriver à entraîner les machines et donc les IA Voilà. à reconnaître des cas. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on est capable de reconnaître via une photo ou la vidéo, hein, qui est simplement une suite de photos. On est capable de reconnaître des poubelles, des escaliers, des éléments de chantier, des pavés, des passages piétons. Et donc voilà, l'IA, c'est comme un enfant, hein, qu'il faut apprendre. Donc là, on est dans cette phase d'apprentissage de tous ces éléments-là, pour ensuite pouvoir avoir cette IA qui fonctionne sur la photo et simplifier le signalement chez Streetco. Mais aussi il y a des intérêts business qui sont intéressants et qui découlent de ça. Ça, c'est notre prochain challenge qu'on est en train de travailler, et on espère le sortir pour l'été prochain, avoir cette IA qui fonctionne. D'accord. On parle beaucoup de l'application, et je me dis, avant de continuer sur les autres questions, est-ce qu'on peut lancer peut-être quelque chose, soit une vidéo, soit les documents que tu m'avais fait suivre, pour essayer de matérialiser auprès de tout le monde un peu à quoi ressemble l'application? Oui, bien sûr. Alors, dis-moi ce qui serait le plus pertinent pour l'instant. Tu peux peut-être aller sur la vidéo de démonstration Ouais, ok, ça marche. que je t'avais envoyée. Hop, allez, on se lance la vidéo. Donc, elle est ici, puis je vais vous la mettre en plein écran pour qu'on puisse mieux... C'est reparti. Et donc, pourquoi ce hérisson si tu peux nous le préciser. Quand on a choisi le nom Streetco, il nous fallait une petite mascotte, et on a eu l'idée de ce hérisson sympathique pour représenter l'entreprise et le GPS piéton. Là, ce que vous voyez, c'est donc une explication de notre service plutôt en web, qui peut s'intégrer, comme vous l'avez vu, dans des villes, mais c'est la même chose sur l'application. Donc, vous avez la carte, la possibilité d'avoir les obstacles en rouge et orange, et également les lieux accessibles que vous voyez. Donc là, par exemple, il va afficher sur la carte un lieu accessible qui est une mairie, dans l'exemple ici. Vous avez des informations sur la mairie, les toilettes qui sont accessibles ou pas, l'intérieur, et vous avez la possibilité du coup de lancer un itinéraire avec 2 itinéraires, le plus rapide et le plus accessible. Le plus accessible, c'est celui qui évite les obstacles en fonction de votre niveau de mobilité, votre profil. Et vous avez le plus rapide, qui est donc en orange, qui évite les obstacles bloquants, mais pas les obstacles qui sont gênants. Par exemple, vous avez des obstacles qui peuvent être gênants que pour une certaine partie de la population. Vous pouvez décider de peut-être passer par là. Avec la photo, ça vous permet de décider vous-même si vous souhaitez prendre cet itinéraire-là ou le plus accessible en vert. Donc évidemment, quand vous le voyez, vous avez la possibilité d'avoir des affichages de direction, etc. Donc ça, voilà, c'est encore une fois la représentation web qui est plus sympathique que la représentation sur téléphone. Et je vous invite à télécharger l'application, à regarder ce que c'est, et vous faire un propre avis sur Streetco. C'est totalement gratuit, donc vous pouvez la télécharger pour regarder ce que c'est. Alors justement, mais puisque tu en parles, c'est une question que l'on avait, mais autant l'aborder maintenant, parce que elle a peut-être été posée une dizaine de fois dans la chatroom, qui est un petit peu quel est le business model en fait de cette application. Est-ce que notamment on nous demandait, est-ce que vous fonctionnez comme Waze avec de la publicité? Est-ce que vous avez un autre business model qui a été mis en place? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a un abonnement? Donc ils sont très intéressés pour avoir ces réponses-là. D'accord. Alors, l'application est totalement gratuite. Ça a été la décision la plus rapide et plus simple depuis 5 ans. On ne voulait pas faire de discrimination portefeuille, et puis maintenant, bon, il faut qu'une application soit gratuite si on veut qu'elle soit téléchargée. Donc, c'est poser la question de comment on gagne de l'argent sur une application.
comme tout jeune entrepreneur, on s'est dit, bon, on va faire de la pub sur notre appli, ça sera génial. Sauf qu'avant de gagner de l'argent nécessaire pour payer un bon développeur, CGI, je pense que vous connaissez les salaires des ingénieurs et des développeurs. Avant de gagner autant d'argent pour payer un bon développeur, il faut en avoir de la pub. Donc, il n'y a pas de pub sur Streetco. Par contre, notre business model s'articule autour de deux sources de revenus. La première, c'est les challenges de sensibilisation que l'on vend dans les entreprises. Donc, très concrètement, tu peux mettre, si tu veux, la slide espace entreprise que je t'avais envoyé. Très concrètement, le challenge Streetco, dans un laps de temps donné, que ce soit 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, tous les collaborateurs d'une entreprise, par exemple CGI, sont invités à télécharger l'application, appliquer sur « Je rejoins le challenge CGI ». Et pendant ce laps de temps-là, tout ce qu'ils vont signaler comme obstacle ou comme lieu leur permet de gagner des points pour gagner le challenge CGI. Il y a une partie espace entreprise avec différents articles, des informations, des quiz, etc. Donc là, on est vraiment sur une prestation de service sur la RSE, sur le handicap. L'idée, c'est de se dire non pas faire simplement des affiches en disant le handicap, c'est quelque chose d'important. Là, de faire une action assez fun, assez ludique, où tous les collaborateurs sont invités à jouer, à signaler un maximum d'obstacles. C'est quelque chose qui est concret, puisque c'est dans votre quotidien, c'est autour du bureau, donc ça facilite. On utilise l'application autour du bureau, on rentre chez soi, donc dans des lieux familiers. Ça permet de, faciliter l'accessibilité du bureau, d'avoir un réel impact, puisque les obstacles que vous signalez sur Streetco sont utiles pour les personnes à mobilité réduite, nos utilisateurs. Et ensuite, d'avoir vraiment une prestation, un service qui soit concret, qui soit fédérateur aussi dans l'entreprise. Donc voilà, c'est challenge de Streetco, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais en gros, voilà, c'est une prestation de sensibilisation dans les entreprises, ça fonctionne très très bien. Ça nous permet vraiment d'avoir un revenu régulier sur l'application. Et également, on a une autre source de revenus qui est les collectivités. D'accord. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités sur leurs sources de données. C'est-à-dire, on a différents services, comme le service que tu as montré tout à l'heure en vidéo, qui s'appelle Streetco Map, où on intègre dans les villes, sur leur site internet, une carte avec nos données, avec les itinéraires adaptés, pour leur permettre d'offrir ce service à leurs habitants. Et également, on leur met à disposition un back-office où elles ont toutes les données sur leur territoire. Donc, on vend en fait nos données aux collectivités sur leur territoire pour leur permettre d'améliorer l'accessibilité sur leur voirie, d'avoir vraiment... en fait, on est un bureau d'études qui est mis à jour constamment par la collectivité, par la communauté Streetco. Et on vend cette donnée qui est utile puisqu'elle est fraîche, elle est pertinente puisqu'elle est relevée par les habitants. On la vend donc aux collectivités à travers un back-office, à travers ces services de Streetco Map. Et évidemment, on fait de l'API où on peut s'intégrer dans, vous savez, il y a beaucoup d'applications de signalement d'incivilité, Paris dans ma poche, So West, etc., ou Tel My City. On peut s'intégrer à toutes ces applications-là en API pour vendre notre itinéraire et nos données. On avait une question justement sur le sujet qui était de dire est-ce que vous avez prévu d'ouvrir vos API aux entreprises tierces, notamment pour créer de nouveaux services basés sur votre brique. Je pense que tu viens d'y répondre, effectivement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, de vendre en masse. Donc maintenant, on est en masse, donc mobilité as a service, de vendre, d'ouvrir nos API à des agrégateurs de solutions. Pour être vraiment l'objectif de Streetco, c'est d'être la brique accessibilité en termes de données pour différentes solutions. D'accord. Donc là, on parlait tout à l'heure de gamification. Là, je suis resté sur cette image-là parce que j'ai l'impression que là, on y est sur la partie gamification et c'est avec un podium. Donc je suppose que c'est lié aux signalements qui ont été réalisés. On voit à gauche un logo d'une société et donc pour le coup c'est l'occasion comme ça de pouvoir proposer pour les membres de la société de pouvoir se challenger sur, je suppose, le fait de prendre en photo et de faire des signalements autour de leur lieu de travail pour compléter l'application et en même temps arriver à avoir une gamification qui se trouve autour de ces concepts.
si je comprends bien. D'accord. C'est l'objectif, c'est exactement l'objectif de l'application. Et là, on est sur un exemple de challenge. Donc voilà, c'est de proposer quelque chose qui soit fun autour du handicap et de la mobilité, tout en étant concret. D'accord, ok. Bah, écoute, je pense que ça répond en tout cas à la question du business model et c'est quand même assez rare pour pouvoir le souligner, c'est-à-dire que c'est un business model qui n'a ni publicité, ni abonnement, mais on vient financer par des sociétés et par de la prestation en société, ce que je trouve assez intéressant, surtout que ça vient compléter en plus et enrichir l'application, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est gentil de le souligner, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on essaie vraiment souvent quand on parle du business model, les gens voient un peu plus l'ampleur qu'il y a derrière Streetco. C'est pas simplement une application GPS. En fait, on essaye de pallier aux besoins que nous on a eu, aux problèmes que nous on a eu de la donnée. Et on s'aperçoit, on sait tous aujourd'hui que la donnée est une valeur qui vaut cher. Là, on est sur de la donnée voirie. Derrière, demain, peut-être qu'on sera sur de la donnée voirie, mais pas sur l'accessibilité, mais sur autre chose. Donc, on essaie vraiment d'avoir un business model qui soit récurrent, qui soit intelligent pour pouvoir développer Streetco. Aujourd'hui, on est une équipe de 7, on a 3 développeurs chez Streetco et on a plein d'idées à faire et de pouvoir avoir le financement derrière pour développer ces idées, c'est primordial pour nous. Bien sûr. Donc on essaie à chaque fois d'avoir donc le financement, mais aussi que ça puisse alimenter Streetco. Pour économiser au niveau des coûts et notamment au niveau des coûts d'infra, hein, ça fait partie des questions que l'on a. Vous tournez sur des solutions cloud type AWS ou vous avez votre propre infrastructure? Alors, on est sur des solutions cloud. Donc Google, on a les cartes de Google. Après, on a, donc vous l'avez bien compris, on a nos développeurs qui sont en interne. Donc ça déjà, c'est une grande ça permet d'éviter les coûts de structure de passer par un cabinet. Même si l'application Streetco, la première version, en sortant d'école de commerce, on n'avait aucune compétence en développement. La première version était faite par une agence externe qui a à peu près mis 6 mois à développer le premier MVP. Et ensuite, on a internalisé le développement chez nous. Et oui, on fonctionne sur différents clouds en termes de techno. On a par exemple les solutions Earmaps qu'on utilise beaucoup. Et on a par contre nos propres systèmes de détection, notre propre système de détournement. Je travaille sur l'itinéraire. Ok, oui, ce qui est là, par contre, là, voilà, en faisant ça, vous vous recentrez sur votre valeur ajoutée, en fait, et votre cœur de métier, en fait, effectivement. On a nos propres calculateurs d'itinéraire, etc. C'est en propre chez nous. D'accord. Ok, ben, en fait, ça vient répondre à pas mal de questions, et notamment combien vous étiez et le temps que vous avez pu passer pour arriver à développer cette application-là. Donc ça vient répondre à ces points-là. Et au niveau de votre équipe, si vous étiez sur de l'interne ou de l'externe, ça permet également comme ça d'avoir une bonne vision dessus. Et ce qui m'amène un peu dans les dernières questions, en fait, pour savoir un peu où vous en êtes au niveau de votre cycle de développement de start-up. Je dirais qu'on est un petit peu avant le niveau mature. Donc on a trouvé notre product market fit. 2020 a été une année un peu bizarre pour nous, comme pour tout le monde, puisque d'un point de vue commercial, ça a été un arrêt. Mais du coup, ça nous a permis de développer beaucoup de choses et qu'on a pu développer sur 2020 et qu'on essaie de concrétiser en 2021. Si vous voulez, en fait, 2020, c'est vraiment une année blanche en termes de commercialisation. Donc, on s'est dit, bon, on attend 2021 pour valider les acquis de 2019. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a trouvé notre product market fit, mais qu'on attend un peu de se dire on est au niveau mature pour ce niveau-là. Donc, on est juste en dessous le niveau mature, puisqu'on a encore, encore une fois, certains points commerciaux à valider, certains KPI à acquérir pour être sûr de là où on va, tout simplement. D'accord. Notamment sur cette partie de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, de valider le réel intérêt qu'il y a derrière en termes de données, même si on en est, tous les échos, on n'est pas que celle chez Streetco, on a différents partenaires,
conseil des sages qu'on a chez Streetco qui nous aide et qui nous guide. Et tout le monde nous dit que c'est un énorme intérêt. Donc voilà, on se fait pas de soucis là-dessus, mais bon, on préfère quand même le valider par le marché. Bien sûr, bien sûr. J'en profite pour montrer quelques images de la partie application mobile, parce qu'on a vu tout à l'heure le site web pendant que tu en profites pour nous faire des retours, mais ça permet comme ça de présenter un petit peu à tout le monde de l'application mobile également. Et donc dans les points en fait dans ce que tu nous donnais au niveau de l'avenir pour vous, même si cette année est une année un peu exceptionnelle, on va dire extrêmement exceptionnelle, et j'espère qu'elle le restera parce que effectivement je pense qu'on souhaite tous que l'année 2021 et les suivantes soient très différentes. C'est quoi vos prochaines étapes en fait maintenant pour ce projet-là au sens large maintenant? Donc c'est le développement de l'intelligence artificielle et surtout le développement de produits et services qui vont en découler. Donc ça c'est pour l'aspect commercial. Donc vraiment devenir la brique d'accessibilité en termes de données pour toutes les solutions, que ce soit des collectivités, des agriculteurs de solutions ou des entreprises. Après les prochaines étapes, c'est de continuer le développement de Streetco, donc l'application B2C, en étant de plus en plus facile d'utilisation tout en étant plus complet, donc c'est pas évident, mais avec les IA on peut y arriver. Donc pour être plus large en termes de spectre pour les familles de personnes à mobilité réduite. Donc là, comme je vous le disais, en T2 2021 sur les personnes à déficience visuelle. Et après, on se dit pourquoi pas peut-être 2021. Enfin, on est toujours un peu en levée de fonds. Une startup c'est toujours en levée de fonds ou à l'écoute. Mais 2021, si on valide tous ces acquis et différents KPI, je pense que le deuxième semestre 2021 commencera à vraiment faire une levée de fonds pour aller chercher l'international en 2022. D'accord, ah oui, effectivement intéressant. Et le fait d'avoir de toute façon les cartes Google Maps vous le permettent, par conception en tout cas, après à compléter au niveau des données supplémentaires que vous venez rajouter et donc de créer des communautés comme vous êtes en train de le faire en France en tout cas. Oui, et puis après c'est ce qu'on avait un peu en tête, hein, le nom Streetco et si on prononce avec l'accent, c'est sympa aussi Street quoi. Donc c'est international. On avait un nom au début qui n'était pas du tout international. On a l'application disponible en anglais, dans différentes langues. On a quelques communautés en Espagne, en Belgique, en Italie, donc en Angleterre, donc dans les pays limitrophes, je dirais. Mais on sait que l'accessibilité c'est pas un problème 100% français, c'est européen. Enfin même mondial, mais dans nous, ce qu'on connaît, nos territoires des villes européennes, c'est un peu tous les mêmes problématiques. Donc on se dit pourquoi pas essayer de chercher en 2022 l'international avec les acquis qu'on aura validés en France. On avait une question qui me paraît extrêmement pertinente sur la question de la collecte des données, parce qu'effectivement vous pouvez, et lorsque vous demandez en fait la typologie de trajet, peut-être que vous demandez aussi la typologie de handicap de la personne, ça peut être une donnée personnelle qui est sensible. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ce point-là qui est essentiel et particulièrement en Europe? Oui, donc tout à fait. Donc déjà, on respecte la RGPD. J'en doute pas. C'est inutile de préciser, mais je le précise quand même parce que c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Mais évidemment, on respecte la RGPD et en fait, on est vraiment sur une donnée qui est déclarative. Donc tout ce qui est, on n'a pas de traquage. C'est la question qui revient tout le temps. Que ce soit avec les collectivités ou les entreprises avec lesquelles on travaille, on n'a pas de traquage de nos utilisateurs, on n'a pas cette donnée-là. Tout est anonymisé, donc on peut pas sortir du fichier en disant voilà telle personne est sur ce niveau de mobilité. Donc on arrive un peu à cacher entre guillemets ces informations-là parce qu'on ne les a pas. D'accord. Et ensuite sur tout ce qui est obstacle, la donnée appartient, enfin tout ce qui est obstacle est lieu. La donnée appartient à Streetco puisque c'est du déclaratif et là on a rien que des données qui sont sur la voirie ou l'entrée d'un lieu, donc rien bien sûr. Je suppose qu'il y a la possibilité de se connecter avec un compte et donc la création d'un compte utilisateur sur l'application et donc les données que vous conservez sont strictement liées à l'usage du service en fait, dans ce que je comprends. Évidemment. Évidemment, là,
donc création de compte, acceptation des CGU, EPC, et donc on est vraiment en fait, on a besoin de savoir le niveau de mobilité parce qu'on en a besoin. C'est pas simplement une information. Vous savez, il y a demander la pertinence d'une information sensible. Là, on est en plein dans ça, puisqu'on a besoin de savoir le niveau de mobilité de l'utilisateur pour lui proposer l'itinéraire qui lui soit le plus adapté. Vous n'aurez pas le même itinéraire si vous êtes en fauteuil roulant manuel que si vous êtes en fauteuil roulant électrique ou avec des béquilles ou avec des poussettes valides. Donc, c'est pertinent de demander ces informations-là à l'utilisateur pour lui avoir un service qui soit le plus performant possible. Ok, mais écoute, c'est clair pour moi. Florent, toi qui scrutes la chatroom, est-ce qu'il reste des questions que l'on aurait sautées Non. qui attendaient des réponses? Écoutez, non. J'ai l'impression que là, je rejette la chatroom, mais on a à peu près balayé l'intégralité des questions. Donc ça, c'est une bonne chose. Non, les données, on y a répondu. Voilà. Bon, après, au niveau des collectivités, alors je vois qu'il y en a qui demandaient des collectivités précises, mais est-ce que tu travailles avec toutes les collectivités? Je parle au niveau surtout des villes, en fait, les collectivités de villes. Oui, on est sur les collectivités, je dirais, à partir de 30 000 habitants, là où il y a du déplacement piéton. Et on est sur des villes dans la région parisienne, comme sur des villes en province, partout, sud, nord, ouest, est. On travaille avec toutes les collectivités avec lesquelles on a un contrat ou avec lesquelles il y a une demande politique. Et l'accessibilité est très importante aujourd'hui, donc tout le monde a envie d'améliorer. Et après, encore une fois, 2020, c'était compliqué pour tout le monde, à tous les niveaux, privé, public. Donc c'est vrai que ça a pris un petit peu un temps d'arrêt, mais c'est pas grave, ça nous a permis de nous concentrer sur différents sujets, de développer l'intelligence artificielle, et on a même des demandes maintenant de nous dire est-ce que vous pouvez pas faire la même chose pour par exemple recenser tous les bars véganes à Paris ou des choses comme ça. Donc en fait c'est intéressant parce qu'on voit que les gens ont envie de plus connaître leur territoire urbain et d'être finalement contributeurs, en fait d'avoir une armée de contributeurs sur la voirie, sur la ville, pour avoir le plus de données possible et mieux vivre son centre-ville en fait. D'accord. Est-ce qu'il y avait des points que tu souhaitais partager avec nous? Parce qu'on est arrivé au bout des questions et puis du temps qu'on s'était donné pour pouvoir comme ça présenter ta société. Ben écoutez, on a 50 développements, on pourrait en parler pendant des heures. Je me doute. Mais je pense que déjà c'est agréable comme format et des pas être sur un format 7 minutes, c'est un peu voilà. Là, d'avoir un bon format, je pense qu'on a fait le tour, et si jamais il y a d'autres questions, les personnes peuvent nous suivre sur les réseaux et nous poser les questions. Exactement. Ça, tu fais le lien avec ce que je voulais dire, c'est parfait, puisqu'effectivement, là, on a répondu sur les questions qui étaient en live, donc pour ceux qui nous suivent en live, mais on a également des personnes qui nous suivent en replay, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et on fait toujours en sorte d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent en replay, à laisser dans les commentaires. On fera en sorte de faire suivre. Et je pense que Cyril se fera un plaisir, soit lui, soit son équipe, d'y apporter des réponses. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, je trouvais hyper intéressant. Et puis, j'aime beaucoup le projet. Et derrière, au-delà de l'aspect startup, en tout cas de la vocation qu'il y a derrière, même si c'est un GPS piéton global, mais il y a aussi quand même une forte connotation d'aide envers les personnes en situation de handicap, et donc ça me faisait plaisir ce soir de pouvoir partager ce type d'initiative-là avec la communauté. Donc merci à toi. Comme chaque mois, ce que je vous propose, c'est de faire un tour au niveau de ce qui s'est passé dans le monde depuis un mois. On va être extrêmement global. Et donc, plus particulièrement, j'essaye un petit peu de trouver chaque mois un bon effet et puis un effet positif de la crise sanitaire que l'on a tous connu et que l'on connaît encore actuellement. Et un des effets positifs, c'est Deliveroo qui nous l'a communiqué. Donc, puisque le CEO de Deliveroo vient affirmer que la pandémie que l'on a connue suite à la crise sanitaire a accéléré la livraison à domicile de 2 à 3 ans. Est-ce
ce que je trouve quand même assez intéressant en termes d'approche. Ça veut dire que avec la crise que l'on a eue et bien sûr le fait que la planète entière se retrouve confinée, les services de livraison à domicile ont fortement accéléré. Ce qu'il fallait voir, c'est que Deliveroo était déficitaire depuis maintenant plusieurs années. Ce sont des paris qui sont faits sur des changements de business model. Et là, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que maintenant, depuis quelques mois, la société prend son envol grâce à la pandémie, si on peut dire ça comme ça. Et ça fait maintenant 6 mois qu'elle devient rentable. Donc pour eux, en fait, on vient passer et gagner 2 à 3 ans, puisqu'ils envisageaient la rentabilité que dans 2 à 3 ans. Ensuite, dans ce qu'ils donnent comme information, que je trouve assez intéressante, c'est que ça a également été l'adoption des services de livraison, mais pas que sur directement des plats, mais aussi sur de l'épicerie, qui représente aujourd'hui 10% des revenus au Royaume-Uni. Et je trouve ça quand même assez intéressant, puisque ça vient faire en fait de la livraison de courses et d'épicerie qui viennent des grandes surfaces que vous connaissez, comme Aldi, Carrefour, Casino. Et donc l'année prochaine, Deliveroo veut investir massivement dans l'extension de son réseau mondial qu'il appelle les cuisines de l'ombre. Donc je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est aussi intéressant de communiquer sur les bienfaits, en tout cas les bonnes choses émergentes de cette crise sanitaire qui nous touche et nous impacte tous. Donc je voulais le partager avec vous. Dans les autres points que je trouve quand même assez notables là sur les semaines qui viennent de passer, ça a été le rachat de Slack par Salesforce, donc pour une petite somme, rien du tout, de 27,7 milliards. Oui, Cyril, je te vois lever les yeux, mais ça fait effectivement rêver. Donc ça serait une belle levée de fonds pour une start-up. Donc là, effectivement, c'est la somme qu'a investi Salesforce et effectivement, Slack, c'est une des plateformes stars. Donc il y a, on va dire, allez, en face, on a Discord, on a Slack, on a Teams qui arrive derrière aussi, et c'est effectivement un géant mondial. Donc c'est passé d'une petite start-up qui a été créée quand même juste en 2009, c'est pas il y a si longtemps que ça, un concurrent majeur de Microsoft avec plus de 12 millions d'utilisateurs actifs au quotidien. Ça donne le tournis quand même. Donc c'est, je trouve, moi, une très belle réussite. Est-ce que, et on l'a déjà abordé dans la Fresh Tech, est-ce qu'on peut considérer que c'est une fin en soi d'être racheté par un grand groupe pour une start-up? On avait des avis assez divergents avec Christophe à cette époque-là sur le sujet, et je pense que le débat mérite d'être posé. Mais en tout cas, on peut quand même saluer que c'est une belle réussite d'avoir réussi à propulser comme ça sa start-up et d'avoir pu être racheté avec une somme aussi importante. C'est quand même pas rien. Et on a le concurrent en fait de Microsoft au niveau du cloud qui vaut près de 220 milliards de dollars et qui est devenu donc l'une des plus grandes entreprises de logiciels grâce au logiciel de gestion de la relation client en matière de vente en ligne. Donc on voit quand même que Salesforce pèse énormément dans la balance et est devenu quand même vraiment un énorme logiciel qui maintenant arrive à faire de belles acquisitions pour continuer à son extension. Donc ça fait aussi plaisir de voir ce type de réussite-là. Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple en tout cas là-dessus. Un autre point, c'est une fintech que je voulais saluer, puisque on a Peugeot qui retient une fintech pour le paiement digital des services d'entretien de ses véhicules. Donc je trouve toujours intéressant que des grands groupes comme ça fassent appel à des fintechs pour leur apporter une expertise qu'ils n'ont pas forcément réussi à déployer en interne, ou qui leur coûterait trop cher en termes de recherche et investissement, et qui donc vont venir consacrer leur budget à d'autres possibilités. Et donc la fintech en question s'appelle Score et Secure Payment, donc SSP, et qui est donc à destination pour Peugeot, en tout cas à destination de ses clients qui font entretenir leur véhicule dans son réseau de réparation, et ça va concerner donc les marques Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel et Vauxhall. Donc c'est un paiement qui est proposé, qui est sécurisé en plusieurs fois, et l'objectif pour eux, c'est de fluidifier le fameux parcours client.
et bien sûr le sécuriser. Donc la solution SSP est déjà largement employée dans le secteur du e-commerce, sur Internet et en point de vente, et ça permet aux clients de payer en ligne leurs prestations après-vente, et le paiement peut se faire en différé, en plusieurs fois, au comptant, de manière assez classique. Ce ne sont pas les seuls acteurs sur le secteur qui proposent ça. Il y a également la néobanque Floa, par exemple, qui propose ce type de prestations-là, et la FinTech traite le paiement, la lutte contre la fraude, le recouvrement, et s'il y avait besoin, bien sûr, le rachat de créances. Donc autrement dit, Peugeot vient venir externaliser toute cette partie-là de ce qu'il viendrait à proposer. Donc bravo et bien joué à cette start-up pour arriver à avoir travaillé comme ça avec un grand groupe et être suffisamment différenciante pour pouvoir être retenue sur ce type de prestations-là. Et enfin, la dernière news que je voulais partager avec vous, sans aucun lien, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la start-up Glyph qui vient d'avoir 2 millions d'euros de financement pour son application sociale du livre. Donc voilà, on passe du paiement fractionné au livre, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans le monde des start-up. Donc le financement à hauteur de 2 millions d'euros, ça avait été avec l'aide de la Banque des Territoires et les actionnaires historiques de la jeune entreprise. Qu'est-ce qu'ils proposent Glyph, et c'était aussi pour vous la faire découvrir, c'est une application pour les lecteurs qui vous propose donc de gérer votre bibliothèque. Ok, très bien, ça on a déjà. De partager vos coups de cœur et de recevoir chaque jour des suggestions de lecture personnalisées. Et bon, là encore, on trouve quand même déjà ce type de modèle-là. Donc, qu'est-ce qui est véritablement différenciant? C'est dans la possibilité d'interagir avec les autres lecteurs. Et en fait, on va créer des communautés de lecteurs qui vont pouvoir échanger entre eux et pouvoir se passer des informations. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on vient dématérialiser en quelque sorte le club de lecture qu'on pourrait faire entre amis et le rendre mondial. Et je pense que ça fait partie en tout cas des éléments qui ont permis de contribuer au succès de cette start-up-là. Donc félicitations à eux. Et je trouve l'initiative vraiment intéressante. Donc je voulais leur donner un petit coup de projecteur pour cette émission. Donc, écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce 4e épisode de la Fresh Tech, donc épisode virtuel. On verra dans les mois qui viennent si on peut retourner en studio ou si on continue à être en virtuel. À nouveau, n'hésitez pas à faire vos retours sur le studio virtuel qu'on vous a proposé ce soir pour qu'on puisse s'améliorer et le faire évoluer. Je vais à nouveau te remercier, Cyril, pour être venu nous présenter ta société. Merci à vous. Et merci beaucoup, Florent, pour avoir co-animé avec moi cette émission. C'était une première tous les deux, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'était comme ça l'occasion de partager. Avec plaisir. Écoute, voilà. Donc à refaire, on verra en fonction des disponibilités sur les mois qui viennent. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager également l'émission. Et n'oubliez pas que cette émission est produite par Studio Renegade et donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez les liens dans les commentaires ou dans la chatroom actuellement qui défilent pour pouvoir nous aider à produire ces émissions si elles vous intéressent. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à dans un mois à peu près. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.